Vincent Delerme, vous écrivez depuis plus de 20 ans des chansons qui font sourire et parfois rouler une larme, et qui marchent, j'ai vérifié, sur 3 générations. Vous fédérez un public qui se reconnaît dans les croquis que vous griffonnez dans vos textes. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, en province, dans les années 80, alors j'en fais partie. Dominique et Alain, des amis des parents, marchant sur l'esplanade à Dieppe, je vois exactement la tête qu'ils ont, alors que je suis jamais allée à Dieppe. Ce vers est tiré d'une chanson de votre nouvel album, La Fresque, avec sa belle cover rose. Cet album m'a beaucoup touchée et on va en reparler. Vous êtes aussi photographe et réalisateur. Et dans vos photos, vos films, vous faites pareil. Des scénettes qui touchent au cœur, en peu d'images, en peu de mots. Dans votre premier docu, je ne sais pas si c'est tout le monde, la grand-mère avec ses colliers qui fume seule dans son appart, elle aussi, je la connais. Bon, j'ai fait mes recherches et j'ai remarqué que malgré la réputation mélancolique de vos textes, vous allez bien. Vous le dites souvent en interview, vous le dégagez là, devant moi. Alors comme dans ce podcast, on aime bien parler de ça, de comment les gens vont, je voudrais qu'on prenne le temps ensemble d'essayer de comprendre pourquoi vous allez bien, si vous allez bien. Mais avant de commencer, comment ça va aujourd'hui ? Genre vraiment ? Non, vraiment, ça va bien. C'est un truc, en fait, le moment où on parle, où on sort un projet. En plus, moi, c'est pas si souvent. En fait, là, ça faisait un moment que j'avais pas fait de choses. Et il y a des artistes qui vont qui vont vous dire, ouais, ça me saoule de répéter la même chose en promo. Moi, je trouve ça assez fou, en fait, qu'on vous pose des questions. Puis c'est une étape qui est toujours précieuse parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans l'absolu, je trouve, ce qu'on fait. Enfin, si on reste tout seul avec ça. Surtout dans la mesure où je prends souvent un point de départ qui est très personnel. Donc, le seul intérêt de cette histoire, c'est de trouver un ricochet de ça chez des gens qu'on croise. Et forcément, dans les débuts, c'est le début du moment où je vais un peu à droite à gauche et où on me parle un peu de ce nouvel album. Au début de ça, on se rend compte déjà, quelles chansons ont un peu plus marqué les gens. Mais au-delà de ça, surtout comment elles sont lues par les gens, et des fois on a d'assez grosses surprises parce que tu fais une première interview et tu peux penser ah tiens, c'est marrant qu'il m'ait dit ça alors que la chanson parle de ça. Puis en fait on en fait une deuxième, puis la personne vous dit ça aussi, donc ça fait se remettre en question pas mal de trucs. Et c'est aussi et c'est quelque chose que j'aime bien dans les chansons, c'est que les chansons, elles sont incomplètes et que les gens les complètent à leur façon. Donc ça fait partie c'est comme si moi j'avais fait une moitié de travail. Et que là, cette phase-là qui commence, c'est la deuxième moitié. Mais c'est marrant parce que ce que vous décrivez, c'est comme un espèce de miroir que vous tendent les autres. Et c'est comme un miroir du miroir que vous tendez en permanence, parce que vous écrivez beaucoup sur les autres. C'est ça qui est assez récurrent dans vos textes depuis 20 ans. Vous décrivez la passante dans la rue, les parents vieillissants, le meilleur ami. Enfin, vous êtes tout le temps en train de peindre les autres. Ouais, en plus tout cas, que vous-même. Tout le temps l'impression de célébrer ce qu'il y a autour, quoi. Alors évidemment, moi j'ai pas un grand panneau, ça va dans le sens de ce que vous disiez sur l'impression mélancolique, alors qu'en fait non. J'ai jamais voulu avoir un grand panneau qui dit waouh, c'est génial, on est tous en vie, faut en profiter, c'est maintenant. Mais le ressort, c'est quand même ça. Sauf que ça donne pas du tout, ça se présente pas du tout de cette manière-là. Parce que dès que j'ai commencé, j'arrivais, je me tenais un peu avachi sur mon bras, j'étais mal rasé. Il y avait aussi ce problème culturellement, en France, on a quand même plus de respect pour les gens un peu cabossés que pour les gens qui vont bien. Ce qui est assez logique d'une certaine manière, parce que quelqu'un qui va pas très bien, qui a l'impression d'être qui chante que des ruptures amoureuses ou des problèmes, on va pas s'amuser à le défoncer, alors que quelqu'un qui a l'air qui arrive un peu avec un grand sourire, on se dit dis donc toi, c'est un peu facile ton truc. Donc il y a une sorte de truc. Quand j'ai commencé, je me disais il faut un peu cacher son jeu là-dessus, sachant que le fond de ce que j'avais à défendre était effectivement plutôt positif. Ça veut pas dire que tout me semble fantastique dans le monde et compagnie. C'est juste que je me dis, moi, le son de cloche que je veux amener, c'est un truc un peu quand même des vitamines aux gens qui me suivent. Et dans les concerts, par exemple, que les gens repartent en se sentant rechargés de quelque chose et conscients de leur vitalité. Ça vous énerve parfois d'avoir cette réputation un peu mélancolique, un peu nostalgique ? C'est vrai que quand j'ai testé autour de moi le fait que j'allais vous interviewer, tout le monde disait là, il doit y avoir beaucoup de choses à dire sur la gravité, sur le deuil, sur la mort, alors qu'en fait,
pas du tout quand Mais on si, se j'ai plein de penche. choses à dire, Lorraine. Non, On va y venir à la déjà, mort, ne vous inquiétez pas. ces deux choses, effectivement. Vous avez dit mélancolique, nostalgique, et c'est souvent deux adjectifs qui sont accolés, qui disent pas du tout la même chose. La mélancolie, ça, c'est vrai que ça existe, et notamment même musicalement, même dans ma voix qui est une voix sourde, voilà, et dans les arrangements que j'aime bien. Enfin, ça me choque pas qu'on pense ça. La nostalgie, c'est une autre idée, mais souvent, c'est vrai que les gens les mélangent un peu. Et ça, la nostalgie, c'est plus un truc. C'est pas que ça m'énerve, mais souvent je dis non, je suis pas trop d'accord, parce que j'aime bien faire allusion à beaucoup de choses du passé, mais jamais sous un angle du regret ou de la volonté d'aller revivre ça ou de déplorer que ce soit passé. Plutôt comme un truc qui s'additionne avec le présent et qui au contraire rend le présent super encore plus chargé, quoi. Et ça fonctionne aussi avec les gens, c'est-à-dire que faire allusion à des gens qu'on a côtoyés dans sa vie un peu plus tôt, pour moi c'est une addition avec les gens qu'on va rencontrer demain, et je trouve que ça génial justement de vieillir en fait pour ça. Parce que le sac à dos, il est de plus en plus rempli. C'était pas mieux avant, quoi. Non, je crois pas. De toute façon, c'est rare. Les gens qui arrivent à défendre cette idée-là, bon aussi, Michel Sardou, il va vous dire on pouvait conduire à 200 à l'heure, on pouvait fumer des clopes au volant. Enfin, souvent, quand les gens vous disent que c'était mieux avant, ils ont des exemples qui sont pas très probants, je trouve. C'est rare que... Parce qu'on peut tout entendre. Et si quelqu'un était capable de le dire d'une manière convaincante, mais c'est surtout que les choses se remplacent. C'est-à-dire que, par exemple, un gros truc qui a quand même évolué dans la société, je trouve, c'est le fait de se poser la question de soi, du bonheur. La génération de nos grands-parents, ils se mariaient, ils remettaient pas le truc en question. Ils vivaient à un endroit, ils se disaient pas est-ce que je suis dans la bonne ville qui me convient. Donc, il y a du pour et du contre là-dedans. Parce que le pour, c'est qu'ils se posaient pas trop de questions, qu'ils n'étaient pas si mécontents que ça de leur mariage, même quand c'était pas la folie. Et en même temps, je trouve ça, c'est un luxe, c'est une chance aussi, justement, maintenant, de pouvoir se poser ces questions-là. Mais chaque chose a un peu son envers, donc je trouve que, voilà, c'est drôle, j'en parlais avec ma mère récemment, je disais, c'est drôle, c'est un truc qui aurait quand même été très différent dans notre relation et dans la relation qu'elle a avec mes enfants, qui ont 15 et 18 ans, c'est s'il y avait pas eu, si on n'avait pas inventé les SMS et tout ça, parce que moi, quand j'étais gamin, quand il fallait témoigner quelque chose à ses grands-parents, il fallait les appeler au téléphone pendant 1 heure ou leur écrire une lettre de 2 pages. Et du coup, c'était un peu rebutant, quoi. Enfin, il y avait ce truc, on se disait, ah ouais, bon, c'était un peu la corvée. Pourtant, je les adorais, évidemment, mais voilà, cette simplicité comme ça des rapports, parce qu'en fait, on dit souvent que notre époque, elle est pas très bonne pour ça, parce que justement, les gens communiquent pas et tout, mais si, moi, je trouve qu'il y a moyen, justement, d'être très connecté de manière un peu tentaculaire, avec des petits fils tissés dans tous les sens, avec plein de gens, et ça, c'est super, même en termes de création, quand on est dans une phase où on est en train d'écrire des choses, où on ne veut pas être trop dérangé, justement, les SMS, c'est parfait, quoi. On répond quand on veut, on peut être juste un peu connecté sans avoir à passer 2 heures avec la personne. Et ça, moi, ça me convient parfaitement. Ça me parle beaucoup. On sent le solitaire qui s'exprime. Moi, j'aime bien les notes vocales. J'aime bien pouvoir parler aux gens. Et après, c'est fin de l'histoire. Mais en même temps, c'est marrant, cette métaphore du sac à dos là, qui est de plus en plus lourd, de plus en plus chargé en vieillissant, mais in a good way, j'ai envie de dire. Ouais. Je trouve que dans cet album, on le ressent. Et dans celui de 2022, celui de vos 20 ans de carrière, je trouve que c'était encore plus prégnant. En fait, vous avez accompagné 20 ans de la société qui ne sont pas n'importe quelles 20 années. 2002, l'année de votre premier album, c'est l'année du Front National au second tour de la présidentielle qui a vraiment beaucoup mobilisé un peu notre génération, quoi. Et en fait, dans vos albums, on sent quand même s'égrener quelque chose d'un monde qui devient un peu plus sombre, un peu plus menaçant. Il y a le spectre des attentats. C'est comme si vous essayiez en fait de tout connecter, de tout ramener au présent et de pas oublier les étapes qui nous ont menés là où on est aujourd'hui. Ça se fait peut-être un peu de manière aussi inconsciente. En général, j'essaye de ne pas être à chaud sur les choses d'actualité ou en tout cas sur les gros événements collectifs. En plus, je me souviens, 2002, ça m'a vraiment marqué parce qu'effectivement, c'était le début. On était à l'Européen avec Jeanne Chéral quand il y a eu les manifs et tout. Et puis, il y avait on parlait énormément de ça, évidemment, à ce moment-là. Et moi, j'avais l'impression, en plus, venant plutôt de la campagne, que ce truc-là, en fait, les Parisiens étaient un peu
découvrait un peu le truc, en fait. Alors que c'était quelque chose qui montait depuis longtemps dans le village où j'étais. Enfin voilà, cette zone un peu noire de notre pays était bien là. Et c'est d'ailleurs ce qui a créé 2002, hein, c'est-à-dire la sensation que la gauche pourrait jamais être battue, que c'était pas grave qu'il y ait 5 ou 6 candidats et que les voix se dispersent. Mais après, il y a aussi eu des fois où moi ça m'a pu me choquer après le Bataclan quand c'est trop immédiat, quand les gens trop à chaud ont tout de suite besoin de témoigner sur. Par exemple, après le Bataclan, c'était typique parce que là, je parle pas trop d'écriture de chansons, mais plus de présence médiatique. Comme j'avais fait mon premier live au Bataclan et qui s'appelait Un soir boulevard Voltaire, quand on tapait Bataclan plus chanteur, j'apparaissais très vite. Donc, on te demande de venir sur le plateau de BFM, de dire quel est ton rapport au Bataclan et tout. Sauf que c'est pas parce que moi j'y avais chanté et que j'ai quelque chose à dire sur ce qui s'est passé qui me dépasse totalement. Et c'est la difficulté aussi, c'est qu'il faut pas être. Il faut rester poreux quand même à toutes ces choses qu'on peut vivre et en même temps avoir une distance et connaître sa place aussi et pas donner de leçons sur tous les sujets. Donc ça, c'est un vrai truc de curseur. Chaque artiste a un rapport différent à ça. Et j'aime bien aussi ce côté qu'à un moment donné où on pensait que finalement vous pouviez vous désintéresser d'un sujet, bah en fait on témoigne par quelque chose mais un peu en décalé du fait que c'était important. Mais pas forcément au moment où les médias auraient tous envie qu'on en parle, quoi. Ça, c'est sûr que c'est un piège parce qu'on sait bien que sur chaque époque, il y a des sujets, on sait qu'on va être, comment dire, notre projet va être beaucoup plus médiatisé si on fait sur ce sujet-là. Donc il faut un peu comme, je trouve, les vivre à son tempo. Et si sa pulse personnelle, c'est d'en parler 4 secondes après avoir eu l'info, c'est pourquoi pas, mais ça peut être un peu plus lent aussi. Ouais. Mmh. Vous venez de le dire un peu tout à l'heure, je vous ai entendu dire: «Mes chansons, j'essaye qu'elles ressemblent à la vie et en même temps qu'elles soient comme une sorte d'amélioration de la vie». Donc la vie mérite d'être améliorée alors, Ouais, ça c'est selon un peu la théorie. Ça pour le coup, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup parlé de Truffaut et c'était vraiment la personnalité qui me faisait de l'effet parce qu'à cause de ses films bien sûr, mais beaucoup aussi souvent à cause de sa manière de présenter les choses, très très fiévreusement, cette impression que toute sa vie en dépendait. Et puis c'est un très grand amoureux, donc ça paraissait maintenant. Avec le recul, ça me fascine un peu moins, mais pendant longtemps, l'idée qu'il tombait amoureux sur chaque tournage de son héroïne, que finalement la vraie vie, enfin le cinéma était plus important que la vie. Enfin voilà, il avait beaucoup de théories. Il a beaucoup de théories d'une manière générale, Truffaut, qui sont des théories aussi des fois juste d'écriture de scénario ou de ce qu'il appelle la vérification par la vie, par exemple. Souvent, notamment pour tous les films avec Jean-Pierre Léaud, la série des Douanel, il fait souvent travailler ses collaborateurs sur le fait de recueillir, d'aller voir des gens qui font tel type de petit métier pour avoir des vraies anecdotes sur un magicien, sa vie elle est comme ça, un mec qui teint des fleurs en rose, sa vie elle est comme ça, et voilà, il vérifie par la vie que son scénario va tenir. Et il a beaucoup aussi cette idée que les films sont, ça, c'est la phrase qui est dans La Nuit américaine, que les films sont comme des trains dans la nuit, qu'ils avancent et qu'il n'y a pas d'embouteillage et c'est cette idée, oui, d'amélioration. C'est-à-dire que c'est pas la vie n'est pas montrée sous un jour meilleur, c'est juste qu'il n'y a pas les temps morts et qu'il reste plus que les zones intenses joyeusement, mais comme avec tristesse aussi. Mais du coup, ça fait que c'est comme une sorte de c'est comme une sorte de best-of de la vie, quoi. Donc c'est ça que vous faites encore? Ouais, quand on fait des chansons, on essaye d'aller directement à des choses qui vous ont fait un effet, qui vous ont remué. Donc oui, il faut que ce soit remuant. Parce que moi, j'ai pas tellement d'autres ambitions dans ce que je fais que de faire des choses qui soient émotionnelles ou qui soient touchantes. Donc en fait, vous prenez une émotion et vous en faites une chanson. Et si vous deviez faire le compte, c'est plutôt le bonheur ou la tristesse qui est la source de votre créativité? En fait, c'est vrai que l'idée, c'est ça, prendre une émotion et faire une chanson. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'une émotion, par définition, c'est vraiment un truc qui est difficile à capturer dans un filet à papillons ou à mettre dans une boîte. Donc ça passe par du tâtonnement pour arriver à rendre cette émotion. Ce qui fait aussi que des fois, il y a justement ce phénomène où on croit avoir rendu compte de quelque chose et puis les gens vous disent « Ah, pour moi, ça parlait de ça. » Après, sur la manière de diviser les choses, je me dis pas qu'il y a... Ma colonne, c'est pas les émotions tristes ou joyeuses. C'est plus qu'est-ce qui fait un effet, qu'est-ce qui est intense, qu'est-ce qui est fort. Il y a souvent
en fait, je me suis rendu compte de ça, que finalement, les choses qui ont un impact et auxquels je peux me référer souvent dans la vie, c'est pas tellement des trucs où je me suis dit, ah, ça c'était génial, ou alors ça c'était complètement affreux. C'est des moments forts, quoi, des moments d'être paumé dans une forêt alors que la nuit tombe quand on est enfant, ou des choses comme ça. C'est pas agréable, mais c'est fort. Et finalement, on vit pour... je trouve qu'on vit pour des intensités quand même. C'est l'intensité émotionnelle qui compte. C'est super intéressant. Et du coup, vous arrivez bien à déterminer le degré d'émotion de ce que vous ressentez, mais est-ce que vous arrivez bien à nommer l'émotion ? Ça, c'est de la colère, ça, c'est de la peur, ça, c'est de la joie. C'est difficile à faire souvent. Ouais, c'est vrai qu'en plus, assez jeune, je me souviens moi, je me suis beaucoup référé, je parlais de Truffaut, qui avait des trucs et tout, beaucoup référé aussi à d'autres gens, au bouquin de Barbara, qui partait dans la nuit, qui faisait la route en voiture d'une salle à une autre. Et je me disais, c'est super. Et je me souviens d'un truc de Michel Berger qui disait qu'il n'avait jamais fait de psychanalyse, parce qu'il avait l'impression qu'il n'aurait plus rien à écrire derrière, ce qui est un peu sans doute une fausse idée. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup accompagné, ce truc-là, d'essayer de pas trop analyser, en dehors du moment où j'essaye vraiment d'écrire quelque chose, ou d'ailleurs où j'essaye de pas spécialement analyser, mais voilà, de pas me poser ces questions-là. Finalement, je me pose pas tant de questions, en général. De manière périphérique, je me dis pas, cette chanson, je suis content de l'avoir écrite parce que c'est la zone comme ci ou comme ça de ce que je pense ou de ce que je ressens, tu vois. C'est un peu mystérieux déjà, parce que les sujets viennent, je sais pas comment dire, quand t'es plus jeune, t'écris de manière très spontanée des choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, et c'est très sorte de jaillissement, ou la question, je sais pas comment dire, c'est pas qu'il y a pas de relecture, mais il y a un truc qui est très très spontané, quoi. Avec les années, il y a plein de fois où on se dit, ah, ce sujet-là, cette chanson-là, j'en ai déjà comme fait une ou deux qui sont très très cousines, donc on se censure plus. Et il y a un plaisir à avoir un sujet pour avancer sur un projet, avoir un vrai sujet. Donc quand j'ai fait le dernier film, Le cœur qui bat, qui était plutôt un documentaire, ça me plaisait de me dire, bon, tous les trucs que je veux dire sur ce sujet-là, c'est maintenant ou jamais qu'il faut les mettre. Là, c'est un album qui célèbre l'idée des autres et des présences et voilà, et l'importance de ça. Et pareil, je me dis, bon, bah, là, il faut vraiment aller au bout du bout de ça. Et ça, c'est les seuls moments où il y a une approche un peu analytique des choses. Sinon, la plupart du temps, on espère qu'il va y avoir un sujet qui va venir un peu malgré soi. C'est les chansons qu'on préfère, c'est quand on les a pas du tout vues venir. Donc vous avez jamais vu de psy non plus, comme Michel Berger ? Mais non, j'ai fait tout comme Michel Berger. Non, j'ai jamais vu de psy. Ok. Vous avez grandi enfant unique, solitaire. Je vous ai entendu dire que vous jouiez aux jeux de société contre vous-même quand vous étiez petit. Ouais, beaucoup d'enfants uniques font ça, mais c'est assez joyeux à faire. Mais justement, que ça vous rendait pas triste du tout. Ouais. Vous étiez un enfant qui allait bien. En fait, je crois que c'est marrant parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit récemment, c'est une femme qui est fille unique et qui est un peu plus âgée que moi, qui me disait, je vais faire un documentaire sur les enfants uniques parce que les gens n'ont pas du tout la bonne vision du truc. Oui, on les plaint souvent. Oui, parce que on les plaint, où il y a l'idée d'enfants choyés, d'enfants rois un peu aussi quand même. C'est vrai. Or, rien n'est faux, rien n'est vrai, mais parce que c'est vrai que sans doute les parents ont un espace mental où vous êtes la seule personne, donc il n'y a pas d'opposition et tout ça, mais par contre il y a quand même, en tout cas moi, c'était aussi parce que c'était l'époque qui voulait ça, le type de parents que j'avais, qui était très, aussi à aimer faire des trucs avec moi, mais aussi à avoir des amis, à aller voir des spectacles et tout, et à me trimballer un peu partout. Et je me souviens quand on allait chez des gens, qu'ils avaient confiance, que j'allais me foutre dans un coin avec, je sais pas quoi, avec un jeu, un bouquin, un truc, et de fait, ou que j'allais me balader dans la maison des amis. Et c'est sûr que c'est le cas, en fait. On apprend assez vite J'entendais Charlotte Lebon dans votre émission, dans votre podcast, dire... qu'elle aimait bien voir des gens, mais que quand même à tout moment elle avait besoin de revenir toute seule chez elle se recharger, et c'est vraiment ça je me suis dit, c'est exactement pareil. Moi j'adore voir du monde, mais par exemple je peux très bien rester seul à l'infini sans que ça me coûte, alors que par contre il y a vraiment un moment où je me dis non mais là il faut absolument maintenant que je sois un peu tout seul, parce qu'aussi j'ai l'impression qu'on est un peu plus soi-même quand on est tout seul. Après, quand on est en tête à tête avec quelqu'un, on peut être soi-même aussi, mais dès qu'on est trois, il y a un truc qui est un peu biaisé, moi, j'aime pas trop par exemple, les conversations dans un dîner à 7-8 personnes. Ça va quand même presque systématiquement être des conversations sur des sujets de société un peu globaux, on va forcément parler de Macron,
Bon, bref, alors que si on n'est que deux, on peut dire des trucs plus sur soi. C'est quand même... c'est plus délicat de mettre sur la table des choses soit inavouables, soit très intimes quand il y a plus de monde. On n'a pas envie que, même si on aime tous les gens qui sont autour, c'est pas forcément un sujet dont on voudrait que tout le monde s'empare comme ça, comme dans Noces à Ronger. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une bande très, très soudée, ce qui arrive aussi. Ouais. Mais c'est sûr que dans la solitude, on se ressemble plus quand même. Enfin, il y a quelque chose qui est... Moi, je sais que les fois, on m'a proposé d'écrire une chanson à deux, ou des gens qui m'ont dit « Ah, moi, je fais ça de temps en temps, on se met autour d'un piano, puis on fait une chanson. » Mais ça, c'est un cauchemar, le mot est trop fort, parce que c'est rien de grave. Mais en tout cas, oui, créativement, c'est un cauchemar. Une impossibilité. Une impossibilité, exactement. Mais par exemple, Winnicott, en psychologie, la capacité d'être seul, c'est considéré comme vraiment un facteur de sanité psychologique. En fait, probablement une grande partie des névroses et des difficultés qu'on peut avoir dans notre quotidien viennent du fait de ne pas savoir être seul. Donc peut-être que ce renforcement qui vient de l'enfance, il sert déjà de socle à ce bien-être qui semble être le vôtre. Sans doute. Après, il y a un moment donné où quand on a l'impression qu'on a la vie devant soi, on est d'autant plus client de ces moments où on peut être seul et tout, parce qu'on se dit « Ah, c'est super, je vais avancer sur un truc, sur une chanson, sur un projet ou sur un film que j'ai commencé à regarder. » Et finalement, les années passant, aussi avec le fait qu'on voit des gens aussi qui disparaissent de votre champ de vision, soit parce que vous êtes embrouillé avec eux, mais le plus souvent parce qu'il y a un deuil, ça fait que je sais que je combats ça beaucoup plus qu'avant. Et que le nouvel album, il est vraiment venu de ça, de cette idée. Je me suis, là pour le coup, pour m'analyser, je me suis marié avec la personne avec qui je vis depuis 20 ans, il y a 2 ans. Et 10 jours plus tard, j'ai un de mes cousins que j'adorais qui a décidé de mourir. Et en fait, à partir de ce double événement, ça a déclenché cette idée de faire un album de célébration, justement, des autres, parce que c'est sûr que quand on a cette possibilité d'être tout seul dans son coin et que tout aille bien, on peut vite se dire oui, je sais, j'ai plein d'amis, mais que ça reste un truc un peu impalpable, quoi, voilà. Et là, je voulais que ce soit très, très palpable. Et que tout l'album, après, sous des angles différents, mais soit connecté à ça, mais vraiment avec des angles très différents, que ça peut être la volonté de plaire aux autres. Ça, par exemple, c'est aussi des choses qui sont intéressantes quand dans tout domaine, j'imagine que c'est agréable de se dire, tiens, je vais essayer de traiter dans mon domaine un sujet qui d'habitude est difficile à évoquer, le fait de vouloir plaire. C'est pas un sujet de chanson, quoi. Enfin, c'est pas très simple à formuler, et pourtant, c'est vraiment un des trucs qui nous fait le plus d'effet, je pense, de sentir qu'on connecte avec quelqu'un, mais même sur rien, même sur une phrase à un comptoir de bar avec un mec qu'on reverra jamais, mais se dire on est sur la même longueur d'onde. J'ai senti que cette petite blague que j'ai faite, il l'a bien percutée. C'est un plaisir c'est fou, ça. En fait, on est plusieurs. C'est votre chanson. On est plusieurs. Elle est bien, bravo. cette phrase. Elle m'a Quelle belle beaucoup citation. parlé. Ouais, je vous cite. Je suis comme ça, moi. J'ai aussi réalisé, j'avais pas fait la connexion, c'est très bizarre, mais que votre père, Philippe Delerme, il a publié en 97 un livre qui a marqué toute une génération, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Et moi, quand il est sorti, j'avais 16 ans. Et je me rappelle que mon père l'avait lu, qu'il me l'avait donné en me disant c'est une vraie leçon de vie. Et je me suis dit, en fait, il nous a appris quelque chose à l'époque, Philippe, qui était un peu de l'ordre de la pleine conscience. C'était un peu petit bambou, sois dans l'instant présent, regarde les choses, ancre-toi dans... Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été aussi transmis ? Je suis encore en train de chercher pourquoi vous allez si bien. Est-ce que vous avez... Non, mais après, en fait, c'est aussi un truc, le fait de dire qu'on va correctement. Encore une fois, c'est un peu un choix aussi. Enfin, c'est un choix de dire... C'est comme les gens qui sont marrants, qui font rire les autres. On peut dire, t'as un tempérament marrant. Non, c'est quand même un peu un travail, quoi. Enfin, c'est un effort aussi d'être drôle. Pour les gens qui mettent du jus, qui rentrent dans une pièce. Souvent, les gens qui sont très drôles ne vont pas très bien, oui, il y a ça. Et ça, c'est par ailleurs. Mais je veux dire que il y a des gens qui cherchent pas à être des stars de stand-up et qui sont drôles dans la vie, juste pour détendre l'atmosphère. C'est ce que disait aussi Voyou, quand il disait qu'il aimait bien désamorcer les conflits en étant celui qui fait un petit... Il y a ça régulièrement. Il y a des gens qui ont ce rôle-là, et on a vite fait de se dire, toi, de toute façon, t'es un petit marrant et tout. Oui, peut-être, mais je suis surtout quelqu'un qui a envie, qui met une énergie à ça. Et ça veut pas forcément dire... moi, je m'estime pas aller tout le temps bien et tout ça. Je m'estime avoir comme, dans ce que je fais,
comme place, une place qui est célébrante et qui est, plutôt que de glisser dans l'entonnoir de déplorer des choses, essayer d'amener un peu de jus et voilà. Et pas forcément d'ailleurs de choses que je transforme en choses positives, mais d'amener le côté un peu plus la lumière sur des choses qu'on passe sous silence parce qu'elles nous semblent évidentes, que comme elles nous sont évidentes et proches et quotidiennes, en fait, on les banalise. Et souvent, les gens ont un drôle de rapport à ça parce qu'ils vont te dire oui, bah, de toute façon, moi, tu sais, ma vie, c'est toujours pareil, j'ai pas besoin de te raconter. Oui, bah, j'ai toujours cette histoire avec ce mec, bon, qui est un peu compliqué, mais comme si c'était rien, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout rien. Et la personne qui est en train de vous parler, elle pense pas du tout que c'est rien, elle met beaucoup de temps dans sa vie à penser à ça. Mais c'est une habitude qu'on a de se dire que finalement, ce qui serait passionnant, ce serait des trucs qu'on voit dans des films américains ou des choses comme ça, très grandioses, et que finalement, nos émotions, mécaniquement, comme elles sont les nôtres, et qu'on n'est pas Tom Cruise, bah, du coup, elles n'ont pas d'intérêt. C'est un peu absurde. Heureusement, la littérature est souvent là pour amener une sorte de revanche ou de compensation à ça, parce qu'on arrive à rentrer dans la vie d'un personnage, qui est souvent une vie qui peut être assez simple et qui devient passionnante par la force du récit. Mais donc voilà, c'est cette idée que... En fait, ce que vous essayez un peu de me dire, c'est que cette façon de célébrer les petits détails du quotidien et d'être présent à l'instant, c'est presque une forme d'exercice, voire de politesse. Oui, un peu. C'est un peu bizarre, je peux pas trop dire ça. Ça fait un peu le mec qui se pose en mec qui vient pour amener la sérénité et tout ça. C'est pas ça, c'est que, oui, c'est vraiment le verre à moitié plein, à moitié vide, oui, c'est sûr. J'ai pas été à raconter des drames de ma famille qui ont existé. Dès que j'ai commencé, quand j'ai commencé en 2002, il y en avait déjà eu. Et je sais très bien qu'à l'époque, si j'avais raconté que mon oncle avait été mort dans un règlement de compte parce que dans la drogue et machin, nanana, ah bon, dis donc, vachement intéressant. Mais c'était pas ça que... J'étais pas là pour ça, quoi. Voilà. C'était pas ça que... Parce que c'est quand même... Pardon, mais enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on sait que tout le monde va s'engouffrer là-dedans, enfin, je sais pas comment dire. Donc, et quand on fait des chansons, évidemment, comme on raconte des choses assez personnelles, alors les premières années, finalement, on n'a pas vécu encore trop de trucs, donc finalement, on a un bagage qui est moindre. Mais après, par exemple, j'avais fait un album qui s'appelait Les Amants Parallèles, qui était la vie d'un couple sur une dizaine d'années. Et là, se pose la question justement du curseur de jusqu'où on va dans l'intime, qu'est-ce qu'on retranche, par exemple. Il y a une vraie différence dans le déballage d'intimité. Enfin, dans le déballage. Le déballage n'est pas un beau mot parce que c'est un mot qui a une connotation négative, mais dans la présentation d'intimité, entre ce qu'on propose sur album et ce qu'on propose sur scène. Parce qu'en fait, sur scène, déjà, c'est comme un filtrage. C'est des gens qui ont plutôt eu envie de venir vous voir et c'est plus la même démarche que les chansons. Elles peuvent passer à tout moment à la radio et être entendues par quelqu'un qui ne vous supporte pas du tout, quoi. Qui va dire « Ah, mais lui, je ne peux pas le voir, je déteste sa voix, je déteste ce qu'il chante. » Donc, évidemment, on sait que ça fait partie du truc et surtout, en 3 minutes, on est jugé. Donc, des fois, notamment quand je commençais, je me disais « Oh là là, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ?» Je me souviens pour le coup, c'est une anecdote que raconte Cabrel quand il a commencé, qu'une fois, il est venu à Paris faire une promo, et puis sa chanson passait sur une grosse radio, et il y avait des ouvriers sur un toit qui réparaient un toit en même temps que la chanson passait, mais ils n'écoutaient pas du tout la chanson parce qu'ils travaillaient. Et il s'est dit « Ah, mais je suis pas sûr que j'avais envie de faire ça, d'être entendu de cette manière-là. » Enfin, et c'est vrai que les chansons, elles arrivent d'une manière très étrange, j'ai envie de dire. Ce qui fait le charme de leur place, c'est aussi ce qui fait un truc un peu curieux parce qu'on peut les entendre partout, on peut les entendre alors qu'on n'a pas décidé de les entendre, ça peut être au supermarché, ça peut être en faisant la vaisselle chez soi, ça peut... On ne sait pas qui chante, pas forcément oui, il y a ça, c'est vrai. Le nom de la personne qu'on entend. Ouais. C'est, des fois même on dit « Attends, c'est qui ça déjà ?» Enfin, c'est une drôle de manière de se présenter en fait. Et moi j'adore, parce qu'à l'inverse de ça, on récolte, enfin pas à l'inverse, mais en tout cas une des choses que ça crée, c'est qu'on récolte beaucoup d'intimes en retour. C'est que c'est vraiment un domaine où les gens vont vous dire, d'une part, bon, moi j'ai vécu un peu pareil, ou ah bah je suis pas d'accord avec vous, et aussi, ah bah vous savez, cette chanson-là, pour moi, c'est la naissance de ma deuxième fille, c'est le moment où nanana, ou alors ce disque-là, il faisait juste la durée de mon trajet de RER pour aller au boulot. Donc en fait, c'est quelque chose qui
où vous rentrez dans une intimité et souvent, les gens viennent vous raconter ça après. Et je me suis beaucoup éloigné de la question. Oui, c'est vrai. Et c'est très intéressant d'ailleurs que vous en soyez autant éloigné. Mais c'est pas grave, c'est OK. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que finalement... C'était quoi la question ? La question, on est parti de votre père et de la pleine conscience en plus, et de petits bambous. Hein, donc non, moi, je laisse il faire. faut quand même répondre sur mon père. Parce que, en fait, ce que tu me demandes sur... le livre lui-même ne disait pas de faire attention à ça, de regarder, de profiter du... Mais de fait, il déclenchait un peu cette idée-là, presque malgré lui, sans doute, en tout cas. Oui, j'étais influencé par lui, mais pas par ses livres, plus par une attitude globale. J'imagine, moi c'est tout ce que je sais de lui, c'est ce livre. Bien c'est sûr. pour ça que j'ai eu envie de vous l'exposer. Mais par contre... Mais il est très symptomatique de lui, ce livre. Si je dois lire... en fait, je sais que ça a été vraiment une épiphanie pour beaucoup de personnes, quoi. Je sais que mon père, qui à l'époque devait avoir, 50 ans, l'a adoré. Et moi, j'avais 16 ans, il m'a dit « Lilo, ça va t'aider, ma fille ». Ça m'a fait penser aussi à un autre livre que j'adore, qui est Le sel de la vie de Françoise Héritier. Qui est quand on arrive vraiment au bout du chemin, qu'est-ce qui reste ? Finalement, c'est le coucher de soleil qu'on a vécu ce matin-là, le sel sur un radis, des trucs à la con comme ça. C'est vrai que au final... C'est impossible, ça c'est vrai, l'idée de ne pas savoir pronostiquer ce qui restera, c'est un truc qui m'a toujours intéressé aussi. Mais ce que je trouve intéressant dans le détour que vous avez fait, c'est que finalement, ce que vous me dites à demi-mot, c'est que cet art des petites choses, ça peut être aussi une façon de masquer en fait ce qui est le plus douloureux, ce qui est le plus dramatique derrière, et de ne pas s'apesantir sur... J'ai l'impression que c'est plus du côté de votre maman qui a ce côté plus mélancolique, où je vous ai entendu dire qu'elle adorait le mois de novembre, et comme c'est mon mois préféré, ça m'a beaucoup parlé. Elle a écrit un livre qui s'appelle Novembre. Est-ce qu'elle est scorpion ? Elle est scorpion. Ah, j'en étais sûre. Je suis trop forte. Scorpion ascendant balance. En fait, ça compte quand même pas mal l'ascendant. C'est vrai. Moi, je suis ascendant vierge, ça me parle aussi. En tout cas, oui, non, c'est vrai ma mère, c'est vrai, elle a une bonne mélancolie aussi, et comme souvent, en fait, en tout cas, c'est une idée qui me plaît, c'est que cette conscience des choses très mélancoliques, elle a fait aussi souvent elle est illustratrice, elle est aquarelliste, et elle dessine des personnages qui se cognent un peu aussi dans la vie, dans des objets qui sont souvent avec un objet du quotidien, mais qui est immense à côté de leur silhouette, ou avec souvent des personnages féminins qui sont... je sais pas, il faudrait que je donne des exemples. C'est difficile de décrire ces dessins, mais avec un fil barbelé qui va transpercer la robe d'une petite fille, mais très joliment, parce que c'est de l'aquarelle, mais quand même, voilà. Tellement scorpion. Et voilà, qui font des choses en rapport avec la guerre, parce qu'elle a beaucoup été très concernée aussi par l'Ukraine, parce qu'elle a une amie proche qui est là-bas. Bon, bref, en tout cas, c'est sûr que c'est pas tant le fait de célébrer En fait, il y a aussi un problème avec l'idée des petites choses, parce que souvent, quand on évoque des choses de nos vies, après, on dit c'est des petites choses. J'ai jamais trop compris cette idée, en fait. Parce que comme c'est des choses qu'on côtoie souvent, elles deviennent comme mécaniquement petites. Pour moi, elles sont loin, pas du tout petites. Même le fait pour quelqu'un qui vit en couple depuis longtemps, d'aller... de prendre la peine d'aller dormir avec la personne tous les soirs, c'est immense quand même. C'est un truc de complètement hallucinant quand on y pense. Deux personnes qui font leur vie, ont chacune des journées qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et puis qui se retrouvent tous les soirs, même des fois très tard, et des fois même peut-être sans se dire un mot. Mais enfin, ces choses-là, en fait, les gens vont se dire oui, c'est un petit truc de la vie, quand on se couche ensemble à deux, les gars... non, c'est vraiment loin d'être petit, en fait. Donc, et puis après, oui, c'est sûr que mine de rien, quand même, l'entonnoir actuel, il est vraiment prompt à voir tout ce qui cloche, quoi. Donc, et puis que ce soit... Enfin, je veux pas être une chaîne d'infos en plus, quoi, tout simplement. Je vous ai entendu dire quelque chose, vous l'avez aussi un petit peu dit tout à l'heure, que oui, que vous cherchiez à rester à votre place, à simplement faire les choses où vous vous sentiez légitime. Je trouve que c'est assez fort, et je me suis demandé si c'était pas aussi, encore une fois, une façon de préserver sa santé mentale que de faire ce choix-là. Oui, peut-être, c'est vrai. Peut-être, à l'arrivée, mais c'est sûr que en même temps, médiatiquement parlant, là sur un album, si en acceptant aucun sujet décalé, on fait, je pense, 2/3 de moins de promo que ce qu'on pourrait faire si on acceptait de faire les émissions où on parle de sport. Moi, j'adore le sport, je m'y connais assez bien, mais je ne veux pas aller parler dans les émissions de sport, ou alors qu'il y a des spécialistes de ça. Moi, je suis spécialiste de
Des chansons des autres aussi, pas que des miennes. J'adore, j'ai une bonne culture de chansons et de l'histoire de la musique française. Je m'y connais sur 2-3 trucs, mais voilà, je trouve ça important qu'il y ait des spécialistes, qu'il y ait tout le temps, mais j'ai ça en général. Évidemment qu'aujourd'hui, on peut s'enregistrer chez soi et tout, mais je trouve ça super qu'il y ait des ingénieurs du son, qu'on fait des études pour ça, et qui s'y connaissent, et c'est leur métier, et c'est leur passion, et puis ils ont bossé avec d'autres gens, et puis ils peuvent comparer les gens, et puis ça veut dire comparer les gens, ça veut dire aussi comparer leurs compétences techniques, mais aussi humaines. Bref, il y a vraiment... je trouve ça agréable d'entendre des gens qui sont à leur place, quoi, qui sont légitimes pour... Et je trouve qu'il y a un manque aussi de... Au bout d'un moment, on manque de crédibilité quand on est artiste. Si les gens vous voient partout, si dès qu'on vous demande quel est votre objet fétiche, vous vous accourez, et voilà, ainsi de suite. Bon, après, quel est votre objet fétiche? Non, je rigole. Mais ça s'est calmé. Mais c'est sûr que entre les fois, les recettes, la recette de grand-mère que vous préférez, vos coins, vos astuces de resto à Paris, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et en même temps, vous couvrez tellement de sujets dans vos chansons, dans vos albums, dans mes chansons, en fait, ouais. On a un peu envie. Non, là, c'est pas moi. C'est les journaux se vendent un peu moins bien aujourd'hui. Les gens ont moins de patience, donc il y a des rubriques un peu plus lapidaires comme ça. Et il faut bien qu'il y ait des gens pour occuper l'espace et remplir la chronique qui consiste à dire quelle est votre couleur de chaussettes préférée. Mais à un moment donné, il faut savoir dire non à ce truc-là. Et pour le coup, tout ce qui est de l'ordre du podcast a amené quelque chose qui a pris complètement le contre-pied de ça, parce que les podcasts, c'est vraiment un espace où on a l'espace de la discussion. Ouais. Donc, ça, c'est un truc... moi, j'adore la conversation. C'est un truc que j'ai toujours aimé, surtout... même en radio, les émissions d'1 heure qui sont rares, c'est des émissions qui sont importantes. Et d'ailleurs, souvent, quand on les quitte, on se dit « Ah mince, j'ai pas dit assez de trucs bien » parce que j'avais l'occasion, pour une fois, de dire plein de trucs. Mais ça c'est fort. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui l'emporte. J'ai écouté quelques Folies douces avant de venir, et je trouve qu'à chaque fois, il y a cette chose-là de se dire, à la fin, de se dire... je vois bien qui est la personne que j'ai entendu parler. Et ça, c'est bien ça dans le goût de M aussi, je trouve. Ça fait... Il était bien, votre goût de M que j'ai écouté. Ah, merci. Bisous à Géraldine, si elle nous écoute. Mais par exemple, pardon, parce que là, je peux faire un partie sur un autre podcast, mais dans le goût de M, elle demande beaucoup d'analyser séparément le goût qu'avaient votre père et votre mère. Ouais. Et ça, on n'est pas habitué à ça, parce que souvent, on vous dit « Et vos parents, ils faisaient quoi ?» Et on les met dans un même sac, alors que c'est 2 personnes très... Et ça, en fait, c'est souvent le moment de ce podcast-là où justement, souvent, on entend que l'invité est presque un peu surpris par la question dans un premier temps, et après se dit « Ah oui, mais c'est vrai, en fait, c'était pas du tout pareil. » Mais elle a une approche genrée. C'est une femme qui réfléchit au genre et qui a une approche assez féministe. J'espère pas la trahir en disant ça. Je crois que ça va. Je pense que les gens savent. Et donc, forcément, ça fait des interviews qui sont parfois un peu moins stéréotypées. Mais je cherchais un peu dans votre parcours des endroits de vulnérabilité. Et au tout début de votre carrière, vous avez parfois été parodié, caricaturé. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pu souffrir, la façon dont les médias pouvaient faire des raccourcis à votre sujet ou vous imiter de façon un peu moqueuse, des choses comme ça? Il y a un truc à un moment donné dont j'avais vraiment pas envie, c'était d'avoir ma marionnette au Guignol, parce qu'à l'époque il y avait encore les Guignols, et on pouvait penser que les marionnettes allaient durer, sachant que je voulais avoir des enfants. Et je me disais, ça, si je dois avoir une marionnette, j'arrêterais mon métier si j'ai une marionnette, parce que je veux pas que mes enfants voient leur père sous forme d'une marionnette. Une caricature, vraiment. Ouais, mais marionnette, c'est encore un autre truc que caricature. Après, moi, concrètement, par exemple, Laurent Gérard, il a quand même beaucoup plus de public que moi. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent l'imitation de moi par Laurent Gérard qui me connaissent moi vraiment, en fait. Donc, finalement, sur le grand public, les gens connaissent plus des parodies de moi ou une manière de chanter de mes débuts que ce que je fais fondamentalement. Mais je me suis assez vite habitué à ce truc-là aussi, parce que, en fait, ça a occasionné une vie assez parfaite, dans le sens que je fantasmais beaucoup de faire des concerts et qu'il se passe un truc fort dans les concerts et qu'il y ait des gens qui viennent les voir, et voilà. Et ça, c'est arrivé. Et que
par contre, les gens qui connaissent pas trop ses concerts et tout, de loin se disent « Oula, lui, je pense qu'il est un peu chiant, il est un peu austère, on va pas aller le voir, on va pas lui demander un selfie. » Donc les gens qui viennent me voir pour me parler, c'est toujours des gens qui ont un vrai truc à me dire. Soit parce qu'ils aiment bien une chanson, soit parce qu'ils sont venus à Limoges en 2008 et que voilà, et que dit « Ah, c'était marrant ce soir-là, tata. » Enfin, il y a toujours pour un truc précis. Donc, c'est super parce qu'on peut parler. On peut dire, je peux dire « Ah oui, je me souviens » ou « J'ai oublié », mais voilà, il y a quelque chose qui est concret, quoi, qui est pas... et voilà. Donc j'ai une vie assez tranquille quand je suis pas en dehors des spectacles et je peux faire comme les spectacles. Donc ça a aidé ce truc-là. Et après, l'idée du raccourci, elle existe de toute façon. J'ai l'impression pour beaucoup de gens, donc c'est pas si grave. Ouais. Après, quelque part, c'est vrai que, par exemple, pour avoir échangé avec beaucoup de chanteuses, vous avez beaucoup moins souffert, par exemple, de harcèlement ou de remarques grossophobes, sexistes. Bien sûr. Est-ce que, alors moi, en tant que féministe, c'est vrai que j'ai un peu envie de vous dire, c'est aussi peut-être plus facile quand on est un homme, de surcroît un homme blanc, qui a réussi, qui a un certain capital culturel, de faire une carrière tranquille où on échappe un peu à ce genre d'attaque. Un homme Vous tout vous dites court, ça je pense parfois, quand même, ou... parce que... Enfin, un homme tout court par rapport aux femmes, quand même, parce que dans ma génération, quand j'ai commencé, je voyais Camille ou Jeanne Chéral, je sentais bien qu'elles avaient besoin d'imposer quelque chose beaucoup plus que nous et que c'était difficile. Enfin, et que c'était la vie dans les théâtres, les blagues un peu à la con qu'on peut entendre. Et puis voilà, et c'est sûr que non, ça... Il fallait quand même un peu montrer les dents, quoi, pour elle. Ouais. Et ça, je le sentais, ce truc-là. Ouais. Après, moi, j'étais très vite dans un peu... Comment dire, à partir de la classe de première, j'étais en littéraire, donc on était 3 garçons dans une classe de 30 filles. Après, à la fac de lettres, c'est pareil. Après, pourquoi j'ai eu à faire des stages où à chaque fois j'étais le seul garçon dans des bandes de filles. Et j'étais un peu le mec toléré dans la bande de filles. Et... Un peu comme ici, un peu comme dans Folie douce, bienvenue. Ouais, voilà. C'est ça, c'est un bon résumé de ma vie. Et ça m'a toujours plu aussi parce que, évidemment, les garçons, il y a beaucoup de casseroles qu'on évoque maintenant, mais il y a aussi une manière de se comporter. Moi, j'ai deux fils. Et souvent, ils me reprochent de leur avoir trop dit quand ils étaient petits. Ah non, ça, c'est tellement garçon, ça, je veux pas voir ça. Plus sur... des choses qui semblent périphériques, mais qui sont quand même la volonté de maîtrise du monde, quand même, des garçons. C'est-à-dire l'envie de pronostiquer, d'annoncer, de dire « Ouais, dans 4 ans, Trump, il va faire ça ». J'ai jamais eu de copine qui aille sur ces sujets-là, ou qui a envie de savoir, d'annoncer à l'avance qui va gagner le match, ou qui va... Enfin, ce semblant de maîtrise, il pose un souci souvent, parce qu'en fait, du coup, on pourrait trouver que c'est touchant, que peut-être que les hommes manquent de confiance en eux, donc ils ont besoin de ça, nanana. Mais la conséquence de ça, c'est que ça fait des affirmations très lapidaires et surtout un manque de conversation. Et un manque de possibilité d'inverser une conviction. Je trouve que c'est quelque chose qui a quand même chez les gens, notamment, pourquoi il y a plus de femmes qui lisent des livres aussi, parce que c'est la capacité quand même de s'oublier un peu soi-même, de rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Après, même si on s'y retrouve pas, mais au moins un temps donné de pas affirmer, moi j'en pense ça, moi je suis comme ça. Après, il y a des garçons qui sont pas du tout comme ça, et je les aime beaucoup. Pas tous les hommes. Et voilà, et j'en connais plein même, parce que j'ai toujours été plutôt... et dès cette classe de 3 garçons pour 30 filles, mon meilleur pote Nico, il était pareil, on était pareil là-dessus. On avait un peu de mal, je sais qu'on était avec une autre classe dans les vestiaires de sport, et qu'on avait toujours hâte de se barrer du vestiaire parce que c'était vraiment très 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 mec, quoi. Et lui, il était très très féminin d'une certaine manière, en tout cas très fin, très un peu effacé comme ça, mais assez analytique. Et j'aimais beaucoup avoir rencontré un mec comme ça dans le lycée, et qu'on se comprenne, et qu'on se regarde, et qu'on sache qu'on pensait la même chose. Mais c'est marrant parce que cette histoire de marionnette là, que vous disiez à l'instant, je pense que il y a pas mal d'hommes qui voient ça comme une espèce de consécration, en fait. C'est faux, ça. Non, je crois que c'est bidon. Ça, j'ai toujours trouvé ça. Autant, ça fait vraiment partie du jeu quand tu fais ça, de savoir que tu vas être imité. Autant, ça, c'est un truc, les hommes politiques, qui disent « mais j'adore ma marionnette, c'est une preuve que machin ». Ouais. C'est jamais très agréable qu'on se foute de ta gueule, en fait.
Surtout parce que forcément... Ouais, mais vous avez quand même mis à un moment donné un curseur pour que votre notoriété, n'aille pas jusque-là. Non, mais je sais pas, c'est en un fait, peu ça que vous étiez en train de dire. Tu sais, il y a aussi ce truc, à un moment donné, j'avais fait un truc une fois avec Stéphane Guillon dans une émission, j'avais sorti un journal pendant qu'il faisait son... Parce qu'il y a eu un moment donné de la télévision où finalement tout le monde s'est dit, finalement vous êtes bien content de venir vendre votre soupe, vos disques et tout, donc la monnaie de la pièce, c'est qu'il peut y avoir un chroniqueur qui va vous défoncer, et puis tu as une caméra sur toi. Si tu ne rigoles pas du truc qui est en train de se passer, c'est que ça veut dire que tu n'as pas d'humour sur toi. Donc tu as une sorte de prise d'otage qui était physiologiquement très désagréable. Parce que tu te retrouves, en plus, moi, à chaque fois, le sketch était toujours le même. Un mec qui arrivait, qui disait « Oui, j'ai ouvert le frigo, j'ai pris une danette au chocolat. » Enfin, c'était toujours que des actions du quotidien, en imitant ma voix du début. Donc, bon, la première fois, tu peux te marrer un peu, mais au bout de 12 fois, tu te dis « Mon gars, vas-y, bosse un peu plus ton truc. » Mais il y avait ce truc d'être filmé et de devoir témoigner que tu as de l'humour sur toi. Donc, les hommes politiques sont très bons pour témoigner des choses, parce qu'on leur donne des cours de body language et de ce qu'il faut dire pour être jamais pris au dépourvu et tout, mais quand t'es pas là-dedans... ouais, mais ils le font peut-être parce qu'il y a une envie de pouvoir, parce que ce qui domine dans l'histoire, c'est pas leur émotion, c'est leur présence dans les médias, quoi. Oui, voilà. Sans doute. En tout cas, je trouve ça difficile de trouver ça très marrant, mais par contre, c'est très normal. C'est-à-dire que tu proposes quelque chose, et c'est vraiment à la page 2 du manuel. Si tu veux faire t'as envie qu'on te voit chanter, en plus il y a ce truc un peu bête quand même de chanter, quoi. Je veux dire, t'as un micro, c'est pas loin du truc adolescent où t'es face à ton miroir avec une raquette de tennis pour faire une guitare, et il y a un côté enfantin, quoi, de vouloir faire des chansons, de vouloir être chanteur, et donc ça fait partie du jeu, ouais. Mais il y a plus d'aisance pour vous à être donc dans la salle. Vous avez beaucoup parlé de cette salle et de ce public, de ces concerts que vous donnez avec des gens qui souvent vous suivent depuis 20 ans, qui connaissent vos textes, qui vous connaissent derrière cette espèce de carapace là, que vous nous décrivez. Et pour ces gens-là, vous vous préparez différemment ? La carapace, elle disparaît au fur et à mesure des années aussi, parce que quand tu commences, tu ne sais pas encore, c'est un peu la même idée, tu ne sais pas vraiment qui vont être les gens qui vont t'entendre et tout, et puis il y a une sorte de faux avis sur toi, et il y a quand même un privilège aussi des années qui passent, c'est que finalement, au bout d'un moment, les gens, même si ça peut des fois ne pas être du tout leur tasse de thé, ce que tu fais, au moins, ils respectent le fait que tu es là depuis un moment, que justement, tu restes plutôt à ta place, que tu la ramènes pas pour tout, qu'ils t'ont vu parler une fois dans un truc, ils ont trouvé que ce que tu disais était à peu près correct. Ce truc-là se calme, et du coup, dans le même temps, tu peux te permettre de dire des choses de plus en plus personnelles. Il se trouve que dans le même temps, ta vie est devenue de plus en plus personnelle parce que tu as traversé des années, que tu as traversé des histoires et que tu as plus de choses sans doute à raconter. Après, moi, sur la question de fond aussi d'un projet comme le dernier et de cette idée des autres, c'est une idée quand même par rapport à ton envie aussi de voir des zones qui soient moins roses, c'est l'inquiétude. C'est quand même quand tu as ce goût de célébrer les gens qui comptent pour toi et tout, t'as tout le temps la peur de la perte. Récemment, il y a une copine qui me disait j'ai hâte d'être dans 20 ans pour voir comment mes enfants auront grandi et tout. Ça m'a semblé vertigineux. Je disais, mais dans 20 ans, on aura perdu tellement de gens qu'on aime. C'est vraiment... Oui, c'est quand même vraiment quelque chose de très particulier, la disparition des autres. Et voilà, c'est vraiment... c'est sûr que j'ai pas inventé une grande idée en disant ça, mais il y a quand même... je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément... et tant mieux pour eux d'ailleurs, parce que c'est pas forcément une très bonne chose d'y penser en permanence. Mais c'est sûr que moi, j'ai besoin de cette quadrature en permanence, de me dire que les gens que j'aime vont plutôt bien, à la fois en termes de santé et qui sont en bonne santé, et qui vont bien aussi moralement, quoi. Ça m'atteint pas mal, en fait, tout ce qui... Par exemple, je pourrais pas écrire la moindre ligne un matin où je me suis disputé avec la personne avec qui je vis. Il y a un truc comme ça qui est... Mais je pense que ça, c'est assez courant. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont... on entend beaucoup de chanteurs dire au contraire qu'on peut écrire que quand on souffre, qu'avec le cœur brisé, qu'après une rupture. Je trouve que ça a un peu bougé. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ça a un peu bougé. C'était un peu une idée qu'il y avait pendant longtemps, mais
Mais ça a un peu changé parce qu'il faut quand même avoir aussi une forme d'énergie, même pour écrire une chanson triste. Hein. Ça, c'est sûr. En parlant de chansons tristes, il y a une chanson dans votre dernier album, dans La Fresque, qui s'appelle « La vie, la mort, l'amour ». Elle m'a fait pleurer la première fois que je l'ai écoutée, et la deuxième, et la troisième. Et j'arrive même pas à dire exactement pourquoi, même si évidemment on lit entre les lignes de cette chanson. Est-ce que vous savez pourquoi cette chanson m'accueillit comme ça? Non, ça, je crois que je peux pas dire. Après, c'est une histoire. Des fois, les chansons, il y a plus, parmi les divisions qu'on peut faire entre les chansons, il y a celles qui sont vraiment le reflet d'un moment très précis et qui a vraiment existé. Des fois, qui sont plus un décalage. Celle-ci, elle a vraiment zéro décalage, y compris dans les prénoms qui sont utilisés, que j'ai soumis à la personne qui est encore en vie dans la chanson, et en lui disant j'ai écrit cette chanson, mais si tu veux, on peut changer les prénoms. Elle m'a dit au départ je crois que je préférerais. Et puis après, elle a écouté la chanson, elle m'a dit non, je préfère que tu gardes les prénoms. C'est Electra, non? Ouais. Et en plus, c'est un prénom assez impactant, parce que c'est pas si courant. C'était en fait une femme qui vivait dans ma cour, qui était une vraie personnalité, qui s'appelait Patricia, et qui était vraiment un personnage vraiment assez typique quand même de sa génération. Comme je te disais, moi, mes parents étaient peut-être un peu plus jeunes, ceci dit, mais quand même un peu post-68 Ard. Elle s'occupait de plein d'associations pour aider des jeunes et tout ça. Et elle avait un truc de personnages comme ça, avec du franc-parler. Donc un matin, dans la cour, je la vois, elle me dit « hier soir, j'ai retrouvé 2 vieilles potes. On a bu des coups, puis après on s'est mis à parler, puis on a parlé toute la nuit. Bon, toujours les mêmes sujets, la vie, la mort, l'amour. » Et c'est une expression que j'avais déjà entendue, que tout le monde a déjà entendue, la vie, la mort, l'amour. Mais là, c'est ça qui est intéressant aussi chez les individus et chez les gens, c'est que tu as des gens qui ont vraiment un truc, qui ont vraiment un truc qui s'imprime. Tu pourrais pas dire pourquoi, mais c'est à la fois parce qu'ils te reviennent. Ça, je trouve, c'est une injustice ou un truc hasardeux, comme dans une cour de bahut, tu vas vers une personne, alors que tu connais encore personne, mais tu vas vers cette personne-là, tu vas t'asseoir à côté d'elle, et la plupart du temps, il y a des bonnes chances que tu restes assez pote avec elle assez longtemps. C'est bien rare que cette personne-là, tu te dises au bout de 3 semaines, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai choisi elle, je ne la supporte pas. Souvent, on sait un peu qu'il y a des gens qui nous attirent. Et là, ça m'avait fait de l'effet. La phrase est restée dans ma tête beaucoup après. J'y repensais en me disant, mais en fait, c'est parfait, ça. Finalement, ouais, c'est vrai, la vie, la mort, l'amour... On a fait le tour, exactement. Et puis après, elle a une maladie foudroyante. Elle est partie très, très, très rapidement. Et sa fille a repris son appartement. Et c'était courageux de venir habiter là, où il y avait encore ta mère peu de temps avant. Et elle a fait une famille avec son mec. Et donc, voilà. Donc, c'est assez touchant de voir ces enfants qui sont dans la cour et qui ont pris un relais. Et ça allait vraiment bien avec cette idée de la vie, l'amour. Mais je ne sais pas si c'est pour ça que tu pleurais. Je sais pas, mais cette chanson, elle parle de la mort sans la nommer, quoi. Il y a absolument aucun moment où vous dites qu'elle est malade ou qu'elle est morte, et juste elle disparaît de la chanson et on comprend qu'elle est plus là, et c'est waouh. Ça, c'est un peu... ouais, je me dis ça aussi, c'est vrai, sur les gens, c'est que... Oui, c'est là le côté fresque, c'est-à-dire c'est comme une peinture, et puis à un moment donné, tu te dis « Ah, mais attends, il n'y avait pas quelqu'un à cet endroit-là avant ?» Ah bah si, ah oui, d'accord. Les disparitions comme ça, c'est sûr que... En ce moment, je lis un bouquin sur les évaporés au Japon. C'est des gens qui disparaissent, qui décident de disparaître. Volontairement, voilà. Mais ils sont très nombreux, en fait. Et ça, je crois qu'il y a je ne vais pas dire de bêtises, mais genre 100 000 par an ou un truc. Enfin, ils quittent leur famille, ou alors ils ont coûté un truc dans leur boulot. Ils ont fait une boulette qui a coûté énormément à la boîte. Donc, ils disparaissent, quoi. Ils s'en vont et ils refont une vie ailleurs, mais une sorte justement, de vie un peu étrange. Et ça, c'est sûr que c'est étonnant parce que souvent, je me dis que les gens qui disparaissent... Dans la musique, il y a ça un peu. Dans la chanson, par exemple, souvent, on se dit, t'as été chanteur à 25 ans, tu vas faire ça toute ta vie jusqu'à 75 ans, parce que regardez Aznavour, regardez Charles Trenet, ou après, génération d'après, Souchon, Cabrel. Mais en fait, à chaque fois, il en reste assez peu. Mais ceux qui disparaissent, on les voit, on n'y pense pas, quoi. Et si on commence à... Moi, des fois, ça m'arrive avec des gens de ma génération de chanteurs, je sais pas, avec Albin de la Simone ou Bogart, ou même avec Voyou. Si tu commences à dire « Ah oui, mais tu te souviens, il y avait lui aussi quand on a commencé » ou il y avait « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ». En fait, on a vite fait d'oublier quand on voit plus les gens. Donc ça, c'est aussi... c'était un peu un des ressorts, un peu une des idées que j'avais en faisant l'album. Donc en fait, en écrivant sans cesse la vie, c'est un peu une lutte contre l'oubli et contre la mort.
Bah, dis donc, cette idée de célébration, elle est un peu tous azimuts parce que ça veut dire, oui, c'est une forme de conscience des choses souvent quand même. Ça, malheureusement, c'est la nature humaine on dit toujours ça, que c'est plus tard qu'on se rend compte qu'en fait, tel moment était plutôt un moment heureux. Mais ça m'avait beaucoup frappé au moment du Bataclan parce que c'était, je me souviens de beaucoup de conversations avant le Bataclan avec des Parisiens. Moi, je suis pas parisien, mais j'ai beaucoup rêvé de vivre à Paris. Je fantasmais sur cette ville pour plein de raisons, à cause de films que j'avais vus, à cause de mes parents qui m'en parlaient, à cause de chansons d'Yves Simon, et voilà. Et j'adore toujours Paris. Et j'ai du mal avec le fait que, par exemple, souvent, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais te dire après, mais que les gens vont te dire « Ah, je sais pas comment vous faites pour vivre à Paris. » Je dis « Mais moi, si je vous disais je sais pas comment vous faites pour vivre à Brest, vous trouveriez que c'est raciste de dire ça. » Et on peut pas se permettre de... C'est comme ça. Et en tout cas, avant le Bataclan, il y avait beaucoup de Parisiens qui étaient en mode J'en peux plus de cette ville, je supporte pas, et tout ça. C'était quand même très présent. Et après, il y a eu le Bataclan. Et après, les mêmes gens me disaient ils nous ont volé notre insouciance, Paris sera plus jamais comme avant. Bah les gars, je croyais que vous aviez envie de partir. Et souvent, c'est comme si, voilà, je pense que les gens manquent de conscience de tout ce qu'on a et des chances qu'on a, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment on peut pas dire qu'on est ravi du travail d'Emmanuel Macron. Mais par ailleurs, le fait de vivre en France, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui sont un luxe inouï par rapport à des tas d'autres pays, parce que tout ce qui a été mis en place depuis des années, voilà, et quand même nous laisse des espaces de liberté très grands. On va juste pas tout casser, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais bon, il faut quand même savoir aussi, à un moment donné, ne pas chouiner pour tout, quoi. Voilà. Il y a une chanson, justement, qui s'appelle « Comme si Paris était une fête » qui m'a aussi beaucoup touchée parce qu'on sent, en fait, que c'est des questionnements de parents. Comment parler à ses enfants justement d'événements comme les attentats, comment parler de la mort. Donc, vous avez 2 enfants ados. Ouais. Donc, je compatis. Enfin, non, vous avez passé le plus dur. Moi, je suis dans le dur, là. Mais comment vous leur parlez et est-ce que vous avez une inquiétude pour les enfants, pour nos enfants, pour leur avenir ? On essaie on l'a forcément, mais de pas trop leur montrer quand même, parce que aussi, et puis même de pas trop l'avoir, tout simplement, parce qu'il y a des moments aussi où ils peuvent vous dire c'est bon, t'as pas besoin de t'inquiéter à ma place. Si j'ai envie de m'inquiéter, moi, je peux le faire tout seul. Mais ce qui est certain, c'est que là, maintenant, ils ont effectivement 15 et 18, mais au moment des attentats, ils sont plutôt à 7 et 10. Et c'est sûr qu'il y a ce truc. C'est une question de parents, en effet. Déjà, il y a la question de l'idée de consolation, enfin, comment on fait, comment on s'y prend pour... Ça, j'adore cette idée-là. Enfin, j'ai pris ça toujours très au sérieux. Les fois où je me suis dit, oh là là, mais là, comment je vais réussir à le rebooter, le remettre à l'endroit, après ce truc-là dont il espérait tant et qui n'a pas eu lieu, tout ça. Et après, sur les événements et sur le côté la marche du monde sombre, c'est vrai que c'est une question. Et là, pour le coup, c'est assez génial Enfin, c'est là que la vie est bien foutue quand il y a 2 parents. Je trouve que c'est pas mal, en tout cas, de pouvoir se parler et de se mettre d'accord et de s'aligner parce qu'évidemment qu'on est tous très différents là-dessus. Donc, le fait des souvenirs voilà, question de se dire, qu'est-ce qu'on leur dit demain matin, quoi, le soir du Bataclan, qu'est-ce qu'on leur dit au petit déjeuner, comment on leur explique le truc, est-ce qu'on va poser une bougie, est-ce qu'on n'y va pas, oui, mais c'est quand même bien d'aller mettre une bougie parce que du coup, ça leur fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ça. Et puis en même temps, et voilà, ce truc-là, évidemment qu'il ne faut pas fabriquer des gens qui n'ont aucune conscience de ce qui peut les attendre potentiellement et du coup vont se prendre un parpaing quand ils vont se retrouver en situation. Et en même temps, si on le fait trop tôt, c'est pas super non plus parce que mais chacun est différent là-dessus, il y a pas de règle, mais c'est en tout cas par contre effectivement là pour le coup une inquiétude et une question que tous les gens qui ont des enfants se posent forcément à un moment ou à un autre. Et vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir des enfants ? Vous avez confiance en leurs facultés ? Moi, j'aimerais bien c'est sûr que c'est une génération sur laquelle on compte un peu beaucoup pour rééquilibrer la planète, pour faire un coup d'arrêt sur les écrans aussi et de se dire je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher d'y croire à ce truc-là. Des fois quand je suis dans un wagon de métro que je vois tout le monde sur son écran, je me dis pas ah c'est pourri, ça y est, le monde va à sa perte. Je me dis
je serais pas surpris quand même qu'il y ait un mouvement de cette génération-là qui, à un moment donné, disent non, mais ça, on veut plus, en fait. Mais ça existe déjà un peu. Après, c'est encore une niche. Mais au bout d'un moment, quand les gens vont s'apercevoir qu'ils sont trop épuisés de tout ça, peut-être que, voilà. De toute façon, j'ai l'impression que s'inquiéter ne va pas faire beaucoup avancer les choses. Et que ça peut juste m'enlever de la volonté de faire. Après, c'est sûr qu'autour de moi, des générations un peu plus âgées, des fois, elles sont un peu... Ça, c'est inquiétant dans le sens qu'eux-mêmes vont te dire bah non, moi, je ne vais pas faire d'enfant parce que ça ne sert à rien, vu la planète qu'il y a. J'ai même pas envie de tomber amoureux, du coup. Enfin, là, ça peut être un peu vertigineux, ouais. J'ai un cadeau pour vous. Ah, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai compté combien de vos chansons... C'est un sacré cadeau. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça trop beau. J'étais trop contente de ma découverte. En fait, c'est parti de l'album de 2022 qui est vraiment... voilà, je vous l'ai dit au début, je comptais le dire à la fin, mais je l'ai dit au début, ça m'a échappé. Ce qui raconte, je trouve, en fait, 20 années et le basculement de 2002 à aujourd'hui, et qui se termine par C'est quoi une vie, qui est une chanson où vous mélangez plein de voix, on entend vos enfants, on entend Souchon, on entend plein de gens que vous avez cités d'ailleurs pendant le podcast. Je suis très cohérent. Oui, très. Alors vraiment très. Et en fait, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de chansons qui contiennent le mot vie. Ah oui, ouais, c'est vrai. Vous savez combien ? Je les ai comptées. Purée, non, je sais pas. Il y en a 10. Ah oui, 10. Vivarda, La vie devant soi, La vie sous les yeux, Les actrices du film de ma vie, C'est quoi une vie ? Nous sommes la vie ce soir, La vie est la même, Double vie, et dans le dernier, D'autres vies que la mienne. Alors, c'est vrai, mais t'as pas mal de trucs, par exemple... C'est quoi une vie ? Ouais, ça, c'était des titres un peu de chapitres. Après, voilà, j'ai pris en vrac dans les albums des chansons, des films. Rien qu'en chanson pure, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est plutôt des chansons assez récentes. Mais c'est votre sujet principal, en fait. Bah oui. C'est votre question principale. En fait, je voulais rebondir et vous poser cette question. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à C'est quoi une vie ? Non, j'aime bien. Ça, c'était un ami qui s'appelle Henri-François de Bayeux, qui était dans mon premier film et qui consigne chacune de ses journées en 3-4 mots-clés dans des carnets. Et dans la séquence du film, il pose ses carnets devant lui. Et il dit, c'est quoi une vie ? Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie ? Et là, il dit, bah, moi, je peux le dire parce que tous les jours, il y a un petit truc. Mais en plus, le truc est encore plus particulier parce qu'il n'y a que lui qui peut comprendre ce qu'il a marqué. Parce que comme il fonctionne que par mots-clés, même ses enfants, ils peuvent pas piger, en fait. Mais c'est vrai que c'est une... J'adore les gens qui se posent ces questions-là. Et pour le coup, le personnage d'Agnès Varda, c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi, je trouve, ce truc de vie Varda. Je trouve, c'est des gens qui aident à se poser cette question-là. Et aussi, ce qui compte, c'est de se la poser, la question dans le truc de Marceline qui dit « Êtes-vous heureux ?» et qui va voir des gens en disant « Êtes-vous heureux ?» Ce qui compte, c'est pas tant la réponse, c'est le fait de se dire « Ah bah oui, en fait, est-ce que je suis heureux ? Est-ce que moi, si je... » J'aime bien ça. Quand j'ai fait le film Le cœur qui bat, c'était beaucoup des témoignages de gens sur le sentiment amoureux. Beaucoup de gens me disaient à la fin ah, je me suis demandé pendant tout le film qu'est-ce que je vous aurais répondu si vous m'aviez posé la question à moi. Et ça, c'est super. Pareil que j'avais fait parler à la fin de sa vie, j'ai interviewé mon grand-père parce que, comme tous les grands-parents, on a plein d'anecdotes, mais qui sont un peu en bordel, enfin on sait plus. Ah mais attends, c'était quoi la fois où t'as vu que t'avais siphonné de l'essence, vous étiez rincé la bouche avec du champagne pendant l'occupation, enfin bon, des trucs comme ça. Donc je lui ai fait tout bien redire, bien droit. Et après j'avais fait un petit bouquin avec ces témoignages et beaucoup de gens m'ont dit ah mais attends, c'est super, ça m'a donné envie de le faire moi avec mes... Et ça, toutes les fois où on crée cette sensation là, on se dit ah non mais attends, mais moi aussi je veux ça. C'est de même que voilà, quand on parle de la vie, c'est aussi tu vois, j'ai voir le spectacle d'Alex Lutz, je trouvais qu'il y avait des trucs qui m'ont vraiment botté, il y avait même des trucs où j'étais un peu jaloux. C'est très vivant de voir d'autres trucs qui te font envie, où tu te dis ah ça j'aurais bien aimé le faire. Enfin, c'est l'idée de vitalité, de se sentir vivant. En fait c'est une banalité a priori, mais quand même je trouve qu'il y a des gens qui sont des bons moteurs pour ça. Il y a des gens, je sais que c'est des artistes, mais ça peut aussi être des gens dans la vie, où je sais que je vais les voir et que ça va me donner une énergie. Ouais. Donc vous venez de me répondre, la vie c'est les autres. La vie, c'est beaucoup les autres. Encore heureux, c'est vrai que s'il n'y a plus personne, ça devient moins passionnant de sortir des albums. Avec le recul, c'est quoi la meilleure des thérapies ? Je dirais que c'est quand même le
pardon des gens que vous aimez et que vous avez blessés. En tout cas, c'est ce qui m'a fait le plus d'effet dans ma vie quand c'est arrivé. Wow, c'est hyper beau. Merci beaucoup, Vincent. Merci. La mort, l'amour, la vie. Est-ce qu'elle a tort Goncourt? La vie, la mort, l'amour. Je pense à ces mots encore. La vie, l'amour, la mort. Ce parfait raccourci. L'amour, la mort, la vie. Pour résumer nos jours. La vie, la mort, l'amour.